Chères étudiantes, chers étudiants, salam alaikum. Heureux de vous retrouver pour ce dernier chapitre de notre cours et qui concerne le financement des investissements. Dans ce chapitre, on va voir les modalités, on va plutôt revoir les modalités de financement dont dispose une entreprise, les coûts des sources de financement. Nous l'avons auparavant dit, une entreprise dispose de deux types de sources de financement. Elles peuvent être ces sources de financement soit internes, soit externes. La première ressource dont dispose toute entreprise, qui est déjà en activité, c'est l'autofinancement, qui résulte de son exploitation et de ce qu'elle a dégagé comme résultat ou bénéfice lors des exercices antérieurs. Vous vous rappelez qu'on avait vu dans notre cours d'analyse financière la notion de la CAF et comment on calcule la CAF, et qu'après calcul de la CAF, on déduit les dividendes qui seront versés aux actionnaires et qu'on parvient à l'autofinancement. C'est ce qui reste à l'entreprise après distribution des dividendes et qui lui permet de financer ses investissements. C'est la première ressource d'une entreprise, c'est son autofinancement. Deuxième ressource, mais elle n'est pas toujours disponible, c'est la cession d'éléments d'actifs ou la cession d'activités dont dispose l'entreprise. Toute entreprise peut ou a du matériel, des machines. Elle a aussi des activités, par exemple l'entreprise Danone, elle a des activités dans les yaourts, elle a des activités dans la biscuiterie, elle a des activités dans l'eau, et ça c'est des activités. Une entreprise peut, à un moment donné de sa vie, en raison de sa stratégie ou de ses choix stratégiques, céder soit des actifs matériels, soit des activités, y compris le matériel. Mais c'est encore plus global lorsqu'on parle d'une activité parce qu'on parle d'un business tout entier, d'une activité de l'entreprise. C'est aussi une source de financement. À un moment donné, certaines entreprises peuvent changer de cap, changer d'orientation stratégique et se libérer d'une activité. Vous pouvez revenir à notre cours où j'ai déjà expliqué la cession par l'ONA d'un certain nombre de ces activités il y a quelques années auparavant, dans l'activité laitière et d'autres activités, et la réorientation de l'activité de l'ONA vers d'autres activités telles que le solaire par exemple. Première source externe, c'est l'apport. C'est l'apport des actionnaires, de ceux qui vont créer une entreprise ou de ceux qui possèdent déjà l'entreprise si elle est déjà créée. L'apport peut être un apport en nature ou en numéraire. En nature, lorsqu'on apporte des immobilisations, en numéraire, lorsqu'on apporte du cash, tout simplement. L'apport peut être aussi un apport en industrie, c'est un savoir-faire que peut apporter l'un des actionnaires de l'entreprise. Mais il est un peu difficile de l'accepter parce qu'il faut un commissaire aux apports qui va évaluer la valeur de cet apport-là et le transférer ou le valoriser pour qu'il soit intégré au niveau du capital de l'entreprise. Je disais alors que les propriétaires peuvent apporter un apport en nature, c'est des éléments, des immobilisations. En numéraire, c'est du cash, ou l'apport peut être en industrie, et dans ce cas-là, lorsqu'il est un apport en industrie, il faut, pareil que lorsque l'apport est en nature, il faut passer par un commissaire aux apports qui va évaluer la valeur de cet apport-là avant de l'intégrer au capital de l'entreprise. L'autre source de financement classique,
c'est l'emprunt auprès des établissements de crédit, que ce soit sous forme d'emprunt classique ou que ce soit sous forme d'émission d'obligation. Mais l'émission d'obligation n'est pas donnée à toute entreprise, elle est limitée aux grandes entreprises qui sont cotées en bourse notamment. Nous disposons aussi au Maroc actuellement, depuis quelques années, des produits de la finance alternative, on les verra par la suite, et certains projets, certaines activités disposent ou peuvent bénéficier de subventions de la part de l'État. Un autre mode de financement lorsqu'une entreprise ne peut pas accéder à l'emprunt, c'est le crédit bail. C'est une autre manière de financer l'investissement. On le verra que ce soit à travers les produits de la finance alternative ou que ce soit à travers de la finance classique. C'est le même mode, mais appelé différemment selon les deux catégories. Le dernier, c'est on va dire une nouveauté, mais qui n'est pas une nouveauté parce qu'il date de 1992 aux États-Unis et en Europe, mais plutôt de 2002 en Europe et aux États-Unis. Au Maroc, il vient de voir le jour l'an passé et son utilisation n'est pas encore au point parce que les plateformes qui peuvent proposer ce type d'activité, on n'a qu'une seule qui est Cotizi, mais qui n'est pas encore, il n'y a pas encore de plateforme qui propose les autres modes de financement proposés par le crowdfunding. On le verra dans le détail aussi. Le crowdfunding, lorsqu'on l'évoque, vu qu'on vient de l'évoquer, c'est un financement dit financement participatif ou financement par la foule. L'idée est que vous êtes un étudiant, vous avez un projet, vous trouvez que votre projet est intéressant. Normalement, la première ressource, c'est ce que vous avez économisé durant votre vie ou ce que vos parents vous ont donné. Ça, c'est la première ressource dont dispose un porteur de projet, ce qu'il possède lui-même. Admettons que la personne porteur du projet, même s'il est quelqu'un qui est aisé et qu'il a une certaine somme d'argent pour démarrer son activité, mais l'argent dont il dispose n'est pas suffisant pour financer son business. Il va alors se tourner vers son premier cercle, c'est le cercle de la famille et des amis. Et il va essayer de leur présenter leur projet et de le convaincre que, chiffre à l'appui, que ce projet-là est un projet qui a de l'avenir et qu'il aimerait bien les amener avec lui dans cette aventure ou dans cette expérience. C'est pour cette raison qu'on parle de financement participatif parce qu'il va demander à plusieurs personnes de participer au financement d'un projet. C'est aussi une manière qui nous amène à évoquer un financement par la foule parce que un projet est financé par plusieurs personnes. Le crowdfunding est alors un moyen pour les entreprises et les particuliers de récolter des fonds pour leurs projets. Le crowdfunding correspond à l'association d'un grand nombre de personnes pour réduire le risque au minimum pour chacun de ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont investir un petit montant ou des petits montants chacun aux porteurs de projets. Les fonds apportés peuvent être alloués selon 4 formes. Le don, il peut être sans contrepartie ou contre une récompense. La donation peut être sans contrepartie ou contre une récompense. Le prêt, et il peut être sans intérêt ou contre intérêt. Le préachat ou le pré-purchase, et en dernier lieu, l'equity ou investissement en capital. On a alors 5 et non pas
4 formes, on a 5 formes pour financer un projet d'investissement dans cette logique de crowdfunding. La donation, et elle peut être sans contrepartie ou avec une récompense. Le prêt, et il peut être un prêt sans intérêt ou un prêt contre intérêt. Et en dernier lieu, le prêt-achat ou le prêt-purchase et l'equity ou l'investissement au capital. Nous venons de le dire, le crowdfunding est un moyen pour les startups, les particuliers, les associations, tout porteur de projet de lever des fonds pour leur projet. Il implique un appel à financement, essentiellement à travers Internet, sous forme de dons, de prêts, ou contre une certaine forme de récompense, ou de préachat, c'est une prévente, ou encore en échange de droits sur une partie du capital, et ce, afin d'appuyer les initiatives de start-up et de personnes physiques ou d'associations. J'étais en train de dire que la donation peut être une donation sans contrepartie. On peut se demander quel type de projets peuvent bénéficier de donations sans contrepartie. Lorsqu'on est en train de construire une maison pour personnes âgées et on veut réaliser cet investissement, mais on n'a pas assez d'argent pour le financer dans sa totalité. On peut alors demander la générosité du public et là, on est en train de leur présenter notre projet avec ce que ça va nous coûter et en contrepartie, on n'a rien à donner. On ne va pas donner des actions pour devenir membre dans cette association qui va porter cette maison pour les personnes âgées. C'est une donation sans contrepartie. La donation peut être une donation contre récompense et à ce moment-là, on va prendre l'exemple d'un gîte dans une montagne. Je suis quelqu'un qui fait l'escalade des montagnes, je suis passionné par cette escalade-là et j'aimerais bien avoir une idée sur les moyens qui peuvent m'aider pour financer mon projet de gîte. Je ne peux pas ou je ne veux pas tout simplement vous donner une partie du capital du gîte. Je vais vous proposer tout simplement, si vous êtes aussi un passionné et qui passe une fois par an ou 2 fois par an ou dans cette région-là, de m'aider au moment du lancement de mon gîte, de m'accorder une donation pour m'aider à la réalisation de mon projet et que par la suite, ou dès maintenant, il y aura un contrat entre nous qui vous attribue une récompense contre cet apport à la période de départ. Cette récompense peut être une réduction de 50% sur vos factures futures lors de vos passages dans notre gîte. C'est-à-dire que, vu que vous avez été présent au moment du lancement et de la construction de notre gîte par cette donation, par cet apport-là, vous bénéficierez tout le temps d'une récompense et qui est une réduction de 50% ou 40% ou 30%. Tout ça, ça se discute et ça se négocie en fonction, bien évidemment, des coûts et des charges qui seront supportés par le propriétaire. Le prêt peut être un prêt sans intérêt. Ce cas-là est fréquent au niveau des pays développés comme les États-Unis et il est généralement adressé par des fondations à des étudiants. Lorsque vous êtes un étudiant, et comme vous le savez, le coût des études dans les pays ou dans certains pays développés, dans certaines universités est très cher, les étudiants peuvent bénéficier d'un prêt sans intérêt de la part d'une fondation.
La mission de la fondation n'est pas de faire de l'argent sur le dos des étudiants, mais tout simplement de les aider à financer leurs études, à accéder à un emploi, de rembourser le prêt et en retour de redonner ce prêt-là à d'autres étudiants et la vie de la fondation continue et les étudiants aussi sont financés pour leurs études. C'est un prêt sans intérêt réalisé par des fondations, des entreprises, par toute institution qui a envie d'aider certaines personnes à un certain moment. Le prêt peut être aussi contre intérêt, c'est le prêt classique, mais comme vous le savez, cette possibilité-là est généralement limitée aux banques et ce n'est pas un domaine où toute entreprise peut accéder. Le préachat. Le préachat ou le pré-purchase, c'est lorsqu'on est en train de construire un produit qui coûte cher et dont la production, pour que son coût de production soit à un niveau faible, doit être fait à grande échelle. On a besoin alors, on a le prototype, on a le concept, mais on a, au moment du lancement de la production, on a besoin de lancer par exemple 10 000 unités pour être dans un coût acceptable. Eh bien, on va essayer de prendre ce prototype, Kmama nouvelle génération par exemple, vu qu'on est dans la période de Corona, ou autre élément, un produit qui va aider à stopper le virus. On va essayer de prendre ce prototype de notre produit, Kmama électronique nouvelle génération, vu que je viens de voir l'exemple sur internet de la part d'un jeune marocain de 12 ans, et je vais faire le tour et dire que si je veux produire une seule Kmama, elle va me coûter par exemple 1000 dirhams ou 1500 dirhams. À la différence, si je produis 100 000 Kmama, si je lance la production de 100 000 Kmama, le coût va passer automatiquement de 100 ou de 1500 dirhams à 500 dirhams, ce qui la rend à un prix ou à un coût acceptable pour qu'on la vende plus tard sur le marché. On va passer de 1500 à 500, on peut marger à ce moment-là 200 dirhams ou 150 dirhams par Kmama et on peut la vendre à 700 ou à 650 dirhams. Mais j'ai besoin de personnes qui vont me faire confiance. J'ai l'idée, je suis un développeur, j'ai l'idée, j'ai conçu ce produit-là, mais je ne peux pas malheureusement le produire parce que ça demande beaucoup de moyens et je n'ai pas ces moyens-là. Le préachat ou le pré-purchase consiste à amener ces personnes à réaliser la vente avant la réalisation du produit et ça facilite les choses. Le dernier élément, et ça correspond à l'entrée en capital classique qu'on connaît, c'est ce qu'on appelle l'equity ou l'investissement au capital. Pour le même gîte de tout à l'heure, tout simplement, je veux réaliser un gîte, j'ai 1 million de dirhams, mais il me faut un autre million de dirhams. Et pour l'autre million de dirhams, je vais faire appel à des amis, à toute personne désireuse d'investir avec moi. Et en fonction de l'apport de chacun, on va diviser la totalité de l'investissement par des actions et chacun va avoir une partie du capital de ce gîte, de cet hôtel, de ce club, de n'importe quel type de projet. C'est l'equity ou l'investissement au capital. Ça c'est fait. Nous avons présenté au niveau des sources de financement les produits de la finance islamique. On distingue al-murabaha, al-ijara,
المشاركة, السلم, الاستثناء, المضاربة والمزارعة. Qu'est-ce que المرابحة؟ المرابحة هي أن يتملك المصرف الإسلامي بضاعة أو خدمة معينة. La banque, elle va être ou elle va acheter un bien ou un service. بضاعة أو خدمة معينة. Dans quelle logique? C'est son client qui lui a demandé d'acheter un bien. بضاعة أو خدمة معينة بناء على طلب من المتعامل ورغبة منه في شرائها من المصرف. ثم يبيعها المصرف للمتعامل بعد تملكها بالتقسيط. C'est-à-dire que moi, en tant que client, j'ai pas les moyens d'acheter quelque chose. J'ai pas les moyens d'acheter par exemple un avion. Je veux acheter un avion pour compliquer un peu les choses. Je vais demander à ma banque d'acheter un avion pour moi et elle va me le vendre par tranche. Chaque mois ou chaque année, je vais payer une tranche de ce bien-là. Al-Murabaha alors, c'est un contrat incluant l'acquisition et la vente d'un bien au prix de revient majoré d'une marge bénéficiaire connue et convenue entre la banque et son client. في قواعد التعاملات الإسلامية, on parle alors de البيع بربح معلوم. البيع بربح معلوم. La banque achète le bien qu'elle revend à terme à son client, moyennant une marge bénéficiaire convenue entre les deux parties. Cette marge ou ce profit peut consister en un montant fixe ou un pourcentage du coût d'acquisition initial du dit bien. Tout dépend de ce qui va être fait dans le contrat et chacun des contractants, que ce soit le particulier ou que ce soit la banque islamique ou participative, va négocier et va essayer soit de maximiser son bénéfice, soit d'adopter une logique où les deux parties seront gagnants dans l'affaire. Et on prend en considération ce que propose l'autre marché qui est le marché de la finance non islamique ou non participative. La murabaha peut porter sur des voitures, peut porter sur des stocks, peut porter sur n'importe quel type de bien, que ce soit du matériel ou que ce soit autre élément comme les stocks ou matières premières ou n'importe quel élément dont a besoin une personne physique ou une entreprise. Je répète que le concept ou la base du concept, c'est que la personne ne dispose pas des moyens pour acheter le bien. Il va demander à la banque de se porter acquéreuse de ce bien-là et de le lui vendre par tranche. Al-Murabaha alors, c'est une acquisition par la banque d'un bien au profit de son client. Elle achète et elle revend al-bay'u bi ribhin ma'loum. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle al-ijara. Al-ijara, c'est l'équivalent du crédit bail dans la finance classique, c'est pareil. هي اتفاق تعاقدي بين طرفين يمنح بمقتضاه المستأجر الحق في استخدام أصل مملوك للمؤجر. Je suis toujours dans la logique où j'ai besoin d'acquérir un avion pour mes besoins d'exploitation. Je suis une petite entreprise d'aviation. J'ai décidé de réaliser une entreprise de taxi, mais un autre type de taxi, c'est de taxi sous forme d'hélicoptère. J'ai besoin d'un hélicoptère pour réaliser mon activité dans les montagnes de l'Atlas. Et alors, je vais aller voir les banques et je vais leur demander de m'acheter
un hélicoptère et je vais payer chaque mois mon loyer, tout simplement. L'hélicoptère reste la propriété de la banque parce que c'est elle qui a le bien en son nom. Il ne figure pas dans mes actifs, il ne figure pas dans l'actif de mon bilan. Mais à la fin de chaque mois, je vais, ou au début de chaque mois, tout dépend de la nature du contrat, je vais payer un loyer à l'entreprise. Plutôt à la banque qui m'a financé ou à l'entreprise. Si c'est une entreprise qui m'a financé, al-ijara. Mais là, on est dans des produits de la finance islamique. C'est généralement des entreprises sous forme de banques participatives. À la fin du contrat, la banque, mais ça se fait dès le début, la banque, elle va accorder à son client la possibilité d'acquérir définitivement le bien objet de l'ijara ou objet du leasing, c'est-à-dire que on va convenir dès le départ que chaque mois vous allez me payer 200 000 dirhams ou 100 000 dirhams et à la fin de la 5e année ou la 10e année, je vais vous demander de me payer encore plus 500 000 dirhams si vous voulez être acquéreur de cet appareil. Al-Ijara alors est un contrat de financement pratiqué par les banques islamiques comme les banques classiques sous forme de leasing. La banque est désignée par le contrat en tant que propriétaire ou mu'ajjir. Elle acquiert des actifs immobiliers désignés par le client en tant que locataire ou musta'jir pour les mettre à sa disposition afin d'en tirer fruit en contrepartie d'une rémunération, c'est le loyer. Ces opérations revêtent de la vente de l'usufruit, non de l'actif. Je vous accorde la possibilité d'utiliser le bien et d'exploiter ce bien et de tirer profit de ce bien, mais vous ne disposez pas en termes de propriété, vous n'êtes pas le propriétaire du bien, mais vous êtes l'usufruitier du bien sans en posséder le bien là. ما كتملكش le bien ماشي انت هو المالك ديالو، حيت المالك ديالو هو البنك، mais انت عندك حق استغلال le bien. Et c'est ce qui est bien. Jusqu'à une certaine date, et à cette date qui est la date de la fin du contrat, vous avez la possibilité soit de pratiquer l'option et d'acquérir le bien, soit de ne pas pratiquer l'option, c'est-à-dire ne pas lever l'option, et à ce moment-là, vous ne prenez pas le bien, vous le retournez à la banque. Et on parle ici de ijara muntahiya bit-tamlik. Troisième mode de financement proposé par les finances par les banques participatives, c'est le musharaka. Le musharaka يدخل فيها المصرف الإسلامي بصفته شريكا ممولا كليا أو جزئيا, c'est-à-dire que dès le départ on fait appel à la banque qui va être comme partenaire actionnaire, soit en partie, soit dans la globalité du projet. Et par la suite, et c'est convenu dès le départ, la banque va céder ses parts à la personne qui était le porteur du projet. مع وعد من المصرف بأن يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع أسهمه في المشروع إلى شركائه. Al-Musharaka est un contrat d'association entre deux parties ou plus dans le capital d'une entreprise, un projet ou une opération. Les profits réalisés sont répartis selon une clé de répartition prédéterminée.
dans l'éventualité d'une perte. Celle-ci est supportée par les parties au prorata du capital investi, ce qui est normal parce que la logique dans la finance participative ou islamique, c'est que on est associé ou alors que la logique avec les banques classiques, c'est que je vous loue l'argent, je ne suis pas un associé avec vous dans le projet. Fil musharaka, je suis associé avec vous dans le projet et s'il y a bénéfice, je vais gagner. S'il y a perte, je la supporte et vous la supportez en fonction, chacun de nous, de son apport. En offrant ce type de contrat, la banque compte sur la moralité du client, sur une relation de confiance et la rentabilité du projet ou de cette opération qui lui a été présentée au moment de la présentation du projet. Mais il faut savoir que la banque reste vigilante et elle a un droit de regard sur la gestion de l'entreprise tout au long de son activité parce qu'elle a une part dans ce projet-là. Le dernier mode que je vais présenter, c'est ce qu'on appelle السلم. هو عقد بيع سلع موصوفة بدقة من قبل البائع على أساس أن سعر البيع يجب دفعه من قبل المشتري دفعة واحدة في تاريخ توقيع عقد السلم مع وجوب تسليم السلع بتاريخ أجل محدد. La particularité du salam, c'est que normalement en islam, il est interdit de vendre quelque chose qu'on ne détient pas. يمنع بيع الأشياء التي لا نملكها. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، أي يبيعون المحصول محصول السنة القادمة أو السنة التي بعدها. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. C'est-à-dire que il a dit que la personne qui désire vendre un bien qu'il ne possède pas au moment de la vente, il faut qu'il détermine avec précision la quantité qui sera livrée et la date à laquelle elle sera livrée. C'est-à-dire que je peux vous vendre quelque chose maintenant dont je ne dispose pas. C'est l'équivalent des futures en finance un peu. Je vais vous vendre quelque chose dont je ne dispose pas actuellement, mais au minimum, on clarifie la relation. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que je vais vous vendre ce qui viendra dans un an ou ce qu'on récoltera dans un an. Je vous dis que je vais vous vendre 5 tonnes de dattes, 5 tonnes de pommes de terre ou de n'importe quel bien. C'est al-bay'u bi kaylin fi kaylin ma'loum wa waznin ma'loum ila ajalin ma'loum, à une date connue. Tout ça pourquoi? Parce que, comme j'étais en train de le dire, les règles de la charia, qawaid sharia al-islamiyya, interdisent en principe toute transaction commerciale dont l'objet est inexistant au moment de sa conclusion, et on parle à ce moment-là de bay' al-ma'doum, c'est-à-dire que vous vendez quelque chose que vous n'avez pas. Et c'est risqué, et c'est une des causes ou c'est un des éléments qui a été à l'origine de la cause de 2008, parce que plusieurs personnes ont commencé à vendre certaines choses dont ils ne disposaient pas. As-salam alors peut être défini comme un contrat de vente
avec livraison différée, contrairement à la murabaha. Al-murabaha, j'achète quelque chose, je te la vends par étapes. Là, je vous vends maintenant quelque chose que je n'ai même pas actuellement. Le salam peut être défini alors comme un contrat de vente avec livraison différée. Contrairement à la murabaha, la banque n'intervient pas comme vendeur à crédit de la marchandise acquise sur commande de son client, mais comme acquéreur avec paiement comptant d'une marchandise qui lui sera livrée à terme par son partenaire. Le crédit bail selon le mode classique, ça reste pareil à l'ijara. On passe au coût des sources de financement. Jusqu'à maintenant, pour un projet, nous avons calculé est-ce que le projet est rentable, est-ce qu'il est créateur de richesse, est-ce qu'il est générateur de profitabilité ou est-ce que c'est un projet destructeur de richesse. On a calculé la vanne, l'IP, le délai de récupération et le taux interne de rendement. Là, une fois qu'on a sélectionné ou qu'on a opté pour l'un des projets, la question qui se pose, on a besoin de le financer. On va voir de quoi on dispose déjà, quelles sont les ressources internes dont on dispose, et on va voir en plus quels sont les autres moyens qui sont qui s'offrent à nous et combien ça va nous coûter chacun de ces modes. On va le faire alors à travers le coût des sources de financement. La méthode des décaissements réels. Par la méthode des décaissements réels. Pour déterminer alors le coût d'une source de financement, on va comparer le capital mis à la disposition de l'entreprise et l'ensemble des sommes qu'elle doit verser en contrepartie en prenant en considération les économies d'impôts pouvant être réalisées. La méthode de décaissement réel, pour déterminer le coût d'une source de financement, on va comparer le capital mis à la disposition de l'entreprise, combien on met à la disposition de l'entreprise, et l'ensemble des sommes qu'elle doit verser en contrepartie. Et tout ça, on va le faire en prenant en considération les économies d'impôts, parce que comme on va le voir, pour certains modes de financement, on va bénéficier d'économies d'impôts qui peuvent être réalisées. À chaque type de financement sont associées des économies fiscales, qui impliquent une réduction du montant de l'impôt à payer. Par exemple, lorsqu'on finance un investissement par autofinancement, par fonds propres, et lorsqu'on achète des immobilisations, cela va nous donner la possibilité de déduire l'amortissement. L'amortissement sera considéré comme une charge et par conséquent, lorsqu'elle est une charge, elle va venir en baisse des impôts payés par l'entreprise. Lorsque l'entreprise, en plus de ça, bénéficie par exemple d'un emprunt pour acheter l'immobilisation, elle va disposer là doublement de réduction. Elle va bénéficier, primo, de la réduction en relation avec l'amortissement et, secondo, de la charge d'intérêt parce que les charges d'intérêt sont considérées comme des charges financières et les charges financières viennent en déduction du résultat réalisé par l'entreprise. Le crédit bail induit une autre forme de réduction fiscale ou d'économie fiscale. Elle est égale à ce moment-là, non pas à l'amortissement parce qu'on ne détient pas, comme on vient de le dire, on ne détient pas le bien,
au niveau de l'entreprise ou au niveau des livres de l'entreprise. Le bien n'est pas la propriété de l'entreprise, mais par contre, on paye un loyer. À ce moment-là, on va déduire le loyer. Le loyer sera considéré comme une charge et cette charge-là va nous donner la possibilité de réduire ou de la réduire du résultat. C'est Prenons le premier mode de financement. On a dit que l'autofinancement, lorsque l'entreprise finance son activité par une logique d'autofinancement. On va alors, pour calculer le décaissement réel, prendre l'autofinancement, c'est égal à l'autofinancement, combien moi-même j'ai apporté. Combien j'ai apporté? J'ai apporté 100. Ben, voilà. Mon coût réel, mon décaissement réel, il est égal à 100 moins l'économie d'impôt sur l'amortissement comptable, moins ce que j'ai gagné, ce que m'a permis de réaliser comme économie fiscale. Ça, c'est pour le mode d'autofinancement. Deuxième cas, c'est lorsque l'entreprise, elle fait appel à l'emprunt, plus l'autofinancement, bien évidemment. Lorsque l'entreprise fait appel à l'emprunt, le décaissement réel pour financement par emprunt, ça va être l'autofinancement parce que aucune banque n'acceptera de vous financer à 100%, c'est-à-dire que vous apporterez quelque chose, c'est l'autofinancement, combien vous avez vous-même apporté, plus l'annuité de l'emprunt, parce que chaque mois ou chaque trimestre ou chaque semestre, en fonction de ce que vous avez établi dans le contrat, vous allez payer une annuité de l'emprunt et, vous le savez bien, l'annuité, ce n'est pas l'intérêt. C'est la partie remboursement du capital plus l'intérêt. Plus l'annuité de l'emprunt moins l'économie d'impôt sur l'intérêt. Parce que je supporte une charge financière. Je vais alors bénéficier de l'économie d'impôt sur l'intérêt et bien évidemment de l'économie d'impôt sur amortissement comptable. Parce que je possède le bien. Dans le cas de décaissement réel, lorsqu'on est dans une logique de financement par emprunt et par autofinancement, je possède le bien, je peux bénéficier de l'économie d'impôt sur l'amortissement comptable et je paye des charges d'intérêt, je peux bénéficier de l'économie d'impôt sur les intérêts. Troisième mode, c'est lorsque je finance par crédit bail ou par ijara. Qu'est-ce que je décaisse? Je décaisse la garantie parce que généralement l'entreprise qui va m'acheter le bien, elle va me dire que je dois payer une certaine garantie. Qu'est-ce que je paye d'autre? Je paye le loyer. Et il se peut, si j'ai convenu avec la banque qu'à la date de la fin du contrat, je vais lever l'option et je vais acheter le bien, je vais payer ce qu'on appelle l'option. C'est-à-dire que ce que je dépense, ça va être la garantie, pas forcément qu'elle existe, tout dépend de ce qu'on a conclu dans le contrat. Le loyer, c'est automatique, c'est forcément on a un loyer. Et l'option, pareil aussi, elle n'est pas obligatoire. C'est tout dépend de ce qu'on a au niveau de notre contrat. Et est-ce qu'il y a des déductions? Bien évidemment, il y a des déductions. Il y a la déduction, il y a l'économie d'impôt sur les loyers. Nous venons de voir alors 3 sources de financement qui sont l'autofinancement. Et on a dit que pour calculer le décaissement réel résultant d'un financement par autofinancement, c'est l'autofinancement, combien j'ai apporté pour mon autofinancement, moins l'économie d'impôt sur l'amortissement comptable. Lorsqu'on est dans un décaissement réel pour financement par emprunt,
c'est l'autofinancement plus ce que je paye chaque mois ou chaque trimestre ou chaque semestre comme annuité de l'emprunt. Et je répète, l'annuité, ce n'est pas la charge d'intérêt, c'est plus la charge d'intérêt, le remboursement ou l'amortissement du capital emprunté, moins l'économie d'impôt sur les intérêts, moins l'économie d'impôt ou ce qu'on gagne en raison de l'amortissement, parce que tous ces deux éléments vont nous permettre de baisser notre résultat et par conséquent de payer moins d'impôts. Troisième cas, c'est le décaissement réel pour financement par crédit bail. Qu'est-ce qu'on paye? Il se peut qu'on paye une garantie au début. On va payer le loyer chaque mois, au début du mois ou à la fin du mois, au début du trimestre ou à la fin du trimestre. Et peut-être qu'on paiera une option pour garder à jamais le bien au niveau de l'entreprise. Moins, quelles sont les économies qu'on réalise? On va réaliser des économies d'impôts en raison des loyers qu'on paye au niveau du résultat de l'entreprise. Sur ce, je vous dis bon courage pour votre examen. Ça ne va pas être très compliqué. Je vais présenter dans 2 jours un autre cas récapitulatif de tout ce qu'on a vu au niveau de ce cours. Bon courage. Ciao, ciao.